Yo les bros, c'est Goji et bienvenue dans la review de ce chapitre 1086 de One Piece. Ce chapitre exceptionnel révèle plus d'informations que les 15 dernières années de One Piece. Pas seulement, et si vous n'êtes toujours pas au courant, Eiichiro Oda prend 4 semaines de pause pour se faire opérer des yeux et ainsi terminer son œuvre dans les meilleures conditions possibles. Alors n'attendez pas de chapitre avant un mois. Pour l'occasion, je vous invite à me rejoindre sur Twitch puisque les lives sur One Piece se feront récurrents, mais également à vous abonner à ma chaîne secondaire où des rediffs et des contenus supplémentaires verront leur apparition. En attendant, la hype est à son sommet et dans cette review, je vais répondre à toutes vos interrogations sur ce 1086e chapitre de One Piece. Alors je vous invite à laisser un pouce bleu pour soutenir la vidéo et son référencement, comme d'habitude, il n'y a pas d'aide plus précieuse pour me permettre d'évoluer. Abonnez-vous pour ne manquer aucune des futures vidéos qui paraîtront durant ce mois de pause. Rassurez-vous, j'ai pas mal de trucs à vous proposer avec notamment et normalement l'une de mes plus grosses et importantes théories. Cette review va désormais pouvoir commencer. Merci à vous et surtout passez un excellent moment devant cette review légendaire du chapitre 1086. Nous retrouvons une partie du monde tel qu'il a été laissé après les événements de la rêverie. Si ce n'est pas le passage le plus important du chapitre, plusieurs éléments méritent d'être analysés. Wapol et Vivi ont réussi à s'échapper de Marie-Joise en infiltrant le bateau du royaume Aegis, quand Sabo et Bonnie ont respectivement infiltré les navires de Lulusia du coup et de Tajin. Oui, Tajin, le fameux royaume Tajin. Alors, mis à part que Wapol fait preuve d'une étonnante bienveillance cachée vis-à-vis de Vivi, semblait presque avoir une forme de pitié envers elle et le destin terrible de son père, il y a un petit mystère dans cette première partie. Alors non, en fait, il y en a deux et je vais parler de celui qui me dérange le plus, la chronologie. Les bros, la chronologie de la rêverie, c'est un enfer, vous m'entendez? Pour vous expliquer très brièvement, parce que c'est un petit peu chiant, je dois l'avouer, Oda a fait un truc trop chelou avec la chronologie de la rêverie. En gros, une rêverie dure 7 jours, c'est en tout cas ce qui nous a été révélé au chapitre 908. Donc ce chapitre 1086, montrant Sabo et tous les autres quittant Marie-Joise à bord de bateaux de royaumes ayant participé à la rêverie, se déroule en toute logique 7 jours après le chapitre 908, chapitre marquant le premier jour de la rêverie. Ok, en tout cas, on est dans cet ordre de chronologie. Sauf que problème, il est sous-entendu que les révolutionnaires ont attaqué Marie-Joise et perturbé la rêverie dès le premier jour. Ou en tout cas, dès les premiers jours, puisque Barbe Noire au chapitre 925 indique à travers les journaux du 4e jour de la rêverie que les révolutionnaires avaient déjà pris d'assaut la Terre Sainte. Donc, en bref, ce qu'on a vu au chapitre 1083, 84 et 85, c'est vraiment les premiers jours de la rêverie, voire le premier jour de la rêverie. Mais là, le problème, c'est que dans ce nouveau chapitre, la rêverie se termine et donc nous sommes à la fin des 7 jours. Logique. Pourtant, Sabo est toujours en sang, comme si l'affrontement face à Emu venait de se passer. Sauf que c'est faux. Le frérot se vide vraiment depuis plusieurs jours au fond d'une cale. Sans oublier Vivi, Wapol et Bonnie qui auraient passé entre 3 et 5 jours dans la cale des bateaux également. Sachant que ce n'est que maintenant que Vivi demande à Wapol ce qu'il a vu pour autant le terrifier et que c'est que maintenant qu'elle souhaite contacter son père. Voilà pourquoi je trouve ces scènes cheloues, car la chronologie elle-même sous-entend que plusieurs jours sont passés depuis le dernier chapitre, alors que tout semble avoir eu lieu là, maintenant. Donc je voulais partager cette petite incompréhension, mais peut-être que certains d'entre vous sauront me donner une timeline plus précise, donc n'hésitez pas à lâcher votre commentaire. Bon, et l'autre sujet ayant attiré ma curiosité, est-ce normal que Aegis, Tajin et Lulusia, les 3 pays ayant sans le savoir transporté chez eux Vivi, Wapol, Bonnie et Sabo, sont également 3 pays ayant subi une révolution? Pour Lulusia, je veux bien comprendre, les révolutionnaires sont déjà passés par là et Sabo s'y est rendu lui-même. Pourtant, Aegis et Tajin paraissent moins logiques. Du coup, je me suis demandé s'il ne s'agissait pas d'un petit détail indiquant que Vivi, Wapol et Bonnie vont rejoindre les révolutionnaires ou du moins leur bataille, puisque les pays qui les ont accueillis sont également des pays ayant vécu une révolte. En clair, ces pays-là font sûrement partie des 8 nations s'étant rebellées contre le gouvernement mentionné au chapitre 1054 et j'ai l'impression que d'une façon ou d'une autre, Vivi, Wapol et Bonnie ont participé ou déclenché un événement ayant pu pousser ces pays à se rebeller. Et quand je dis qu'ils pourraient rejoindre la bataille des révolutionnaires, c'est pas si con. Le meilleur ami de Vivi sur Alabasta, voire peut-être son mec finalement, est l'ancien leader révolutionnaire du pays. Bonnie est la fille de Kuma, un capitaine révolutionnaire de Dragon. On va dire qu'elles ont tous les deux un lien avec la révolution et il n'est pas fou d'imaginer qu'elles puissent combattre le gouvernement aux côtés de Dragon, surtout quand l'une d'entre elles fut révélée comme une Di dans le dernier chapitre. Et il y a plein d'autres choses intéressantes à mentionner et à analyser dans ce chapitre, mais je voulais tout de même faire un point, une pause sur l'aspect là du scénario. Nous concluons donc la première partie de cette review, passons à la deuxième. Sûrement pour la dernière fois avant longtemps, nous retrouvons le Gorosei et Imu dans ce chapitre qui sera celui marquant pour la toute première fois la révélation du nom et du prénom des 6 plus puissantes et importantes entités du gouvernement mondial. Tous les membres
du Gorosei sont aujourd'hui nommés. Nous connaissons tout de leur nom, prénom, mais également de leur titre qui leur est accordé. Alors laissez-moi vous présenter Saint J. Garcia Saturne, dieu militaire de la défense scientifique. Saint Marcus Mars, dieu militaire de l'environnement. Saint Topman Walkyrie, dieu militaire de la justice. Saint Ethan Baron V. Nazujuro, dieu militaire de la finance. Et Saint Shepherd Jupiter, dieu militaire de l'agriculture. Tous obéissent au doigt et à l'œil à Nerona Imu, véritable identité d'après Ivankov de l'être trônant au sommet du monde. Ouais, bon. Bah mine de rien, c'est un nouveau mystère de One Piece révélé. Le nom de toutes ces légendes ainsi que leurs titres, on espérait même plus les découvrir après tant d'années. Pourtant, c'est le cas, ce qui nous pousse davantage vers l'évidence que One Piece touche à sa fin. On ne peut plus rien faire d'autre que subir le temps qui passe, et putain qu'est-ce qu'il passe vite. Bref, pas le temps de la jouer mélancolique, on a de l'analyse à faire. Comme d'habitude, on va le diviser en plusieurs points, les 5 dieux, et la fin des temps par Nerona Imu. Alors commençons sans plus attendre. Après la révélation du nom d'un des membres du Gorosei, Saturne, dans le chapitre 1073, tout paraissait très clair au sujet des 5 doyens de Maréjoise. Ils sont reliés aux astres de notre système solaire. On s'attendait alors, en plus de Saturne, à ce qu'ils soient tous nommés en fonction des 5 planètes les plus brillantes de notre ciel, aussi surnommées Astra Planeta, qui sont, vous l'aurez deviné, Mercure, Mars, Vénus, Jupiter et Saturne, nos chers membres du Gorosei. Cette révélation était alors une surprise sans en être vraiment une, puisque depuis janvier, nous n'attendions que cette confirmation. Ce qu'on attendait moins par contre, c'est le titre de dieu militaire qu'arbore le Gorosei. Tout se semble qualifié dans un domaine précis, comme par exemple la défense scientifique pour Saturne qui, bien qu'étant un terme assez flou, justifie davantage sa présence sur Egghead, l'île du futur et de la science par excellence. Mais que signifie véritablement le terme de dieu militaire? Eh bien dans les mythologies, tous les dieux ne sont pas belliqueux, ni forcément puissants au combat. Par contre, ceux qui le sont peuvent avoir le titre de dieu guerrier ou dieu du combat, comme pour Mars par exemple. Et lui, il brille très clairement dans ce domaine. Ce terme est un véritable symbole de puissance pour faire régner leur vision du monde. Les dieux militaires peuvent avoir recours à la force, à une très grande force. Dans One Piece, nous savons que les Tenryubito sont considérés comme les dieux créateurs du monde et qu'ils sont particulièrement fiers de ce titre. Pourtant, aucun d'entre eux n'a démontré une quelconque capacité au combat, tous sauf le Gorosei. Ce titre de dieu militaire qu'ils possèdent est alors un moyen très simple de les placer dans une nouvelle catégorie de Tenryubito. Ce sont des dieux comme tous, mais eux ont une véritable puissance militaire à démontrer. Alors qu'en est-il du reste de leurs titres, leur lien avec la justice, l'environnement, la défense scientifique, etc. Eh bien ça reste assez flou pour le moment, bien qu'il ne faut pas oublier que le Gorosei semble être issu de familles créatrices du gouvernement mondial. Sur les 20 rois créateurs, le nom de 4 d'entre eux en plus immus nous aurait été révélé et ce sont ceux du Gorosei. Donc tout porte à croire que le titre que chacun possède est relié à une spécificité de leur famille. Et justement, analysons individuellement chacun de ces doyens pour tenter de comprendre ce qu'ils pourraient nous cacher. Pour Saturne, et comme je l'ai dit plus tôt, je ne pense pas que ce soit un pur hasard qu'il fut choisi pour se rendre sur Egghead alors qu'il possède le titre de dieu militaire de la défense scientifique. L'idée est alors qu'il ait un pouvoir ou des connaissances bien précises autour de la défense scientifique. En effet, Saturne serait issu d'une grande lignée scientifique. Ça vous rappelle les Vinsmoke, hein? Eh bien, si je vous disais que les J. Garcia ont peut-être justement un lien avec les Vinsmoke. Que vais-je pouvoir dire aux fantômes de mes ancêtres qui, après seulement 66 jours d'un idéal éphémère, n'ont plus jamais foulé le sol de leur pays? Ce sont les tristes mais énigmatiques paroles de Judge Vinsmoke sur sa famille ayant semble-t-il perdu le droit d'occuper une terre, leur propre royaume, comme s'ils avaient été chassés. Judge semble déterminé à reconquérir cette nation aujourd'hui disparue. Mais si la famille J. Garcia était d'une façon ou d'une autre à l'origine du malheur des Vinsmoke, de leur malédiction, deux royaumes scientifiques, une au sommet du monde, l'autre forcée d'errer sur les mers, je soupçonne une forme de rivalité entre eux, bien que la tragédie des Vinsmoke ne remonte qu'à 300 ans. En tout cas, il ne serait donc pas étonnant que Saturne ait des pouvoirs liés à la technologie, bien que sa forme de monstre dans le chapitre précédent n'inspire rien de très scientifique ni de technologique. Passons à Saint Marcus Mars, dieu militaire de l'environnement. Pour le coup, l'environnement c'est très vaste comme sujet. C'est peut-être cette famille qui a rendu Maréjoise si verdoyante et colorée. En effet, si ce lieu était autrefois habité par les Lunarians, un clan tribal dirigé par le feu, je doute que les arbres étaient courants au sommet de Redline. De toute façon, je ne comprends pas le rapport entre l'environnement et le dieu de la planète Mars, car comme je l'ai dit plus tôt, Mars est la divinité guerrière par excellence, le dieu incarnant les combats et l'hostilité. La nature de ce dieu fait de Saint Marcus Mars l'un des plus puissants combattants des Gorosei si Oda respecte le rôle de ces divinités. Pour autant, ce n'est pas censé être le plus puissant car un possède tous les attributs pour ce rôle et nous le verrons très bientôt. Malgré un nom à coucher dehors, cet homme représentant Mercure est également le dieu de la justice. Une fois n'est pas coutume, difficile de cerner son véritable rôle. Si on part du même principe que les autres, la famille Topman était peut-être davantage investie dans les affaires
politique lors de la création du gouvernement mondial. Ce qui m'intéresse plus particulièrement, c'est la symbolique qu'a Mercure dans l'astronomie, qui est la planète la plus proche du Soleil. Luffy étant le Soleil, Walkyrie aura-t-il un lien ou une interaction particulière avec lui? Ça pourrait être le cas si Oda copie à nouveau à la perfection le rapport qu'ont les planètes entre elles. Le nom du samouraï du Gorosei enfin révélé. Ethan Baron Venus Juro représente, comme vous l'aurez compris, Vénus et est le dieu de la finance. Plusieurs choses à dire le concernant, avec tout d'abord un lien avec Wano Kuni toujours plus prononcé. D'après les Krakito du japonais, la partie Juro de son nom est écrite en kanji, alors que la plupart des personnages de One Piece ont des noms écrits en katakana. Mais il y aurait une exception pour les personnages de Wano Kuni, avec par exemple Momonosuke qui contient aussi une part de kanji. Donc nous avons une forme de confirmation que Vénus Juro a peut-être une histoire un peu différente des autres Gorosei. Lui qui semble posséder le plus puissant et le dernier des Kitetsu viendrait en réalité d'une famille de samouraïs devenus des nobles. Voilà. En effet, ses origines prendraient bien racine sur Wano Kuni, cependant il est parfaitement envisageable qu'à l'image des Shimotsuki ayant pris la mer pour créer une nouvelle lignée sur East Blue, les Ethan Barons, bien que ne sonnant pas très japonais, étaient eux aussi une famille de Wano Kuni. Ils auraient quitté leur île avant la guerre contre l'ancien royaume, auraient fondé leur propre royaume et auraient migré sur Marie-Joise en tant que nobles aux côtés des 18 autres familles royales il y a 800 ans. C'est un scénario parfaitement envisageable qui me rappelle également ce que disait Zoro à propos des géants. Bien qu'il fasse partie de cette espèce, il vient de South Blue, totalement à l'opposé du clan barbare et sanguinaire que sont les géants d'Elbaf. Pourtant, ses ancêtres venaient sans aucun doute de l'île des géants. La raison est simple, une famille d'Elbaf a dû quitter l'île pour s'installer ailleurs, ce qui a fait grandir les générations suivantes avec des principes et des valeurs différentes de leur pays natal. Zoro considère la population d'Elbaf comme barbare car bien qu'ils viennent à l'origine du même endroit, ils ont une éducation différente. Ce sera alors le cas pour ce membre du Gorosei et son lien avec Wano Kuni. Autre chose importante à noter, la lettre V dans son nom. Encore une fois, en japonais, le V de Venus Juro est écrit de la même manière que les D, littéralement comme si un clan avec la lettre V au lieu du D existait. Au final, est-ce vraiment impossible? En quoi l'apparition d'autres lettres dans le nom de famille de personnages importantes serait improbable? Je ne serais personnellement pas étonné de voir apparaître un autre clan portant une autre lettre dans leur nom et Venus Juro pourrait être le premier dans ce cas-là. On arrive au dernier membre du Gorosei et pas des moindres, Chepper de Jupiter, dieu de l'agriculture. Alors, pourquoi autant d'enthousiasme à l'idée de parler de lui? Bah les gars, c'est Jupiter en fait. Si un membre du Gorosei doit être plus puissant que tous les autres, c'est lui. Jupiter, que ce soit le dieu ou la planète, est le plus important de tous, tout le temps. Jupiter domine ciel et terre, il est le dieu des dieux, il s'élève tout au-dessus du panthéon gréco-romain. Juste ça. C'est d'ailleurs pour ça que la plus grande et la plus importante planète du système solaire se nomme Jupiter. Son influence se ressent absolument de partout puisqu'elle a le plus puissant champ magnétique de toutes les autres planètes. Il est trop tôt pour déterminer si Oda va hiérarchiser le Gorosei en termes de puissance, mais si c'est le cas, Jupiter est incontestablement celui qui doit régner sur les autres. Et puis dans une autre mesure, c'est aussi le plus jeune. Qui dit le plus jeune dit également le plus proche de sa puissance maximale. Sans oublier que lors de la révélation de leur pouvoir dans le dernier chapitre, Jupiter était celui que l'on distinguait le moins bien, celui à la forme la plus abstraite, impossible à analyser. Donc oui, maintenant qu'on a la certitude qu'ils ont un potentiel de combat, nous n'avons plus qu'à prendre notre mal en patience pour découvrir leur véritable puissance qui est sans l'ombre d'un doute bien au-delà de ce qu'on pouvait rêver et ce qu'on pouvait imaginer. Maintenant que les noms du Gorosei sont officialisés et leur titre de dieu guerrier révélé, il est tout naturel de les relier à ce que l'on a déjà vu dans One Piece. Avec Nika, dieu guerrier du soleil, on peut se demander quel lien entretiennent le Gorosei et cette entité qu'incarne Luffy. Vont-ils tous s'en prendre à lui ou, comme les planètes de notre système solaire, vont-ils le considérer comme leur roi? Effectivement, ça peut paraître bizarre dit comme ça, mais toutes les planètes du système solaire n'obéissent qu'à une seule règle. Le maître absolu est le soleil. C'est autour du soleil que gravite même Jupiter, la plus grande des planètes. C'est le soleil qui fait de notre système ce qu'il est. C'est lui qui permet de garder l'ordre et l'équilibre. Si le soleil n'est plus, alors toutes les planètes seraient plongées dans un chaos. Les dieux guerriers sont-ils alors vraiment les ennemis de Nika ou au contraire d'anciens alliés? À vrai dire, plus le temps passe et moins l'image du Gorosei me paraît maléfique. Au contraire, j'ai plus l'impression qu'ils obéissent au désir d'Imu et subissent sa suprématie absolue sans vraiment pouvoir la contester. L'exemple parfait qu'on analysera encore plus loin, c'est quand Imu demande l'utilisation de Mother Flame, l'arme ayant détruit Lulusia. Tous tenaient un discours à l'origine pacifique, ils pensaient utiliser cette puissance dans un lieu vide comme la mer ou la forêt, mais c'est Imu qui ordonna de l'utiliser sur Lulusia et d'ailleurs Walkyrie a notifié l'importante présence de citoyens qui pourraient bien mourir. Mars quant à lui le dit très bien également, eh bien c'est la volonté du créateur. Imu a donc un rôle et un statut au-delà du divin, Imu est le gouvernement mondial, Imu
et le créateur du monde d'aujourd'hui. C'est pourquoi le Gorosei s'exécute et ce sans contester davantage. Pourtant, la double page révélant leur véritable identité montre également bien la détresse dans leur regard, volontairement grisé par les traits d'Oda, comme s'ils étaient eux-mêmes anéantis de la décision incontestable d'Imu. Une scène assez similaire avait d'ailleurs été montrée lors du flashback d'Ohara, quand Clover révèle tout de ses découvertes aux membres du Gorosei avec lesquels il s'entretenait par Denden Mushi. Quand ce même Clover avait dépassé la limite de l'acceptable pour le gouvernement dans l'étude des poneglyphes, au point de connaître le nom de l'ancien royaume, qui semble être si tabou, le Gorosei a demandé l'exécution du professeur et le lancement du Buster Call détruisant Ohara et ses habitants. Pourtant, et contrairement à ce que l'on pourrait attendre d'antagonistes, le Gorosei ne semblait pas se réjouir d'une telle décision, comme s'il regrettait de devoir en arriver à ce point-là, comme si Clover ne leur avait simplement pas laissé le choix après avoir bravé l'interdit. J'ai cette impression finalement que le Gorosei n'a été que formaté à répondre aux ordres d'Imu, sans pour autant partager sa vision et sa philosophie. Ils doivent leur obéir pour respecter sa volonté, mais également la volonté des rois fondateurs ayant tout fait pour que le siècle oublié reste oublié. C'est pourquoi je n'arrive pas à me convaincre, même après plus de 1080 chapitres, que le Gorosei est véritablement plein de mauvais sens, qu'ils sont animés par une volonté purement et simplement maléfique. Je pense au contraire qu'ils peuvent eux aussi être considérés comme des victimes, nés et formatés par une puissance supérieure pour la servir sans aucune forme de contestation possible, faisant ainsi du Gorosei et ironiquement des esclaves. Trêve de blabla, si on parlait de ce mystérieux nom de famille qu'Imu possède, Sainte Nerona Imu, un nom autant énigmatique que le personnage qui le porte. Quelle ne fut pas ma déception lorsque j'ai découvert que ma théorie sur Imu venant de la famille Marshall est tombée à l'eau. Enfin, on croise les doigts, on n'est pas à l'abri d'un retournement de situation. Par contre, le nom de Nerona n'en est pas moins intéressant. Si à première vue il ne vous inspire pas grand chose, ce qui est totalement normal je vous rassure, il pourrait cacher une signification très particulière. Nerona n'est pas un nom ou un mot existant dans le monde. Par contre, Néron est tout de suite beaucoup plus connu. C'est un empereur romain ayant régné pendant la première moitié du 1er siècle. Il est connu pour ses actes plus cruels les uns que les autres, comme par exemple l'assassinat de sa mère et la persécution des chrétiens. La parfaite représentation d'un tyran monstrueux aux yeux de la population, et si on peut aisément accréditer ce trait à Imu, ce parallèle peut cacher un sens encore plus gros que vous n'osiez l'imaginer. Selon certaines interprétations chrétiennes, Néron est associé à la bête de l'Apocalypse, mentionnée dans le livre de l'Apocalypse. À cela, plusieurs raisons, comme je disais, Néron était l'un des premiers persécuteurs connus des chrétiens, forgeant autour de lui une image diabolique et monstrueuse. Mais c'est dans son nom que les chrétiens y ont vu un véritable présage maléfique. En effet, l'orthographe grecque de l'empereur Néron, Néron César, lorsqu'il est remplacé par des lettres hébraïques et par la gématria, une forme de science numérologique de la Bible hébraïque faisant correspondre une valeur à certains mots, eh bien, forme le nombre 666. C'est en effet une théorie chrétienne et sauf si vous êtes doté d'une innocence à toute épreuve, vous devez savoir que ce nombre est également appelé celui de la bête, le symbole du démon, le symbole du diable. Vous l'aurez compris, il s'agissait d'une théorie de la part des chrétiens, persuadés que le lien entre le nom de Néron César et le nombre 666 était tout sauf une coïncidence. Alors ok, mais Imu dans tout ça. Eh bien, si Oda a volontairement fait le rapport entre la famille Nerona et l'empereur Néron, il y a de très grandes chances qu'il l'ait fait justement pour l'horreur qu'incarne ce personnage. Plus encore, il ne peut pas passer à côté du mythe de Néron et son lien présumé avec le diable qu'il incarnerait d'après les chrétiens. Imu serait alors bel et bien la représentation du démon, le diable, le mal incarné à l'état brut, annonciateur de la fin du monde. Pourtant, Imu est aussi une divinité. Ce n'était pas le seul secret que cachait le nom de la famille Nerona. Le japonais est une langue incroyablement riche et complexe, vous le savez déjà, mais c'est aussi un moyen pour les auteurs parlant et utilisant cette langue de cacher plusieurs sens dans un seul mot. One Piece ne s'écrit pas par exemple que de cette manière. Lorsque Barbe Blanche a déclaré que ce trésor existait bel et bien avant de mourir, c'était écrit comme ça. Nous, pauvres français, voyons la différence sans la comprendre. Les japonais, eux, y voient une grande distinction puisque la façon dont One Piece est écrit peut être traduit et compris de plusieurs manières différentes, comme par exemple l'incroyable trésor caché qui connecte les gens. Avec ça en tête, il est possible de mieux cerner le vrai sens du grand trésor que Luffy cherche tant à acquérir. Alors qu'en est-il de Nerona, écrit de cette manière en japonais? Rien de plus basique, c'est katakana signifie Nerona. Ok, par contre, quand ils sont convertis en kanji, nous avons le kanji de Dieu qui apparaît. Oui, un nouveau secret se cache dans le nom d'Imu, laissant apparaître ce titre divin. Plus que jamais, Imu est une divinité. Nous pouvons penser que c'est encore un de ces titres auto-attribués par les dragons célestes, mais la vérité serait tout autre. Imu serait véritablement un dieu totalement différent des autres usurpateurs. Le contraste avec Néron, le diable, est alors encore plus percutant, symbolisant à la fois un dieu et un démon. Imu mélange tous les aspects du bien et du mal, créant l'enfer
l'enfer dans la Terre Sainte, incarnant un démon chez les dieux, son nom de famille qui nous est révélé aujourd'hui cache bien des secrets. Comment expliquer que le Gorosei, profitant eux-mêmes du titre de dieu militaire, ait un tel respect et une telle peur d'Imu, si ce n'est qu'Imu, en personne, est une véritable divinité au-dessus des autres. Si des entités divines et surnaturelles existent véritablement dans l'univers de One Piece, alors ce chapitre prouve à nouveau que cette entité a tous les traits pour les incarner. Au final, les coïncidences me semblent quand même assez grosses, les théories autour d'Imu sont peut-être subjectives, mais les rapports avec Néron et le nombre diabolique ou la combinaison des katakana de Nerona en dieu sont eux totalement factuels. À vous de juger et de décider. Oda a-t-il conscience de cette lecture secrète qu'il propose à travers un simple nom de famille collant pourtant parfaitement avec la représentation d'Imu ou au contraire n'est-ce qu'un pur hasard? Avant de passer à la suite, comment ne pas mentionner ce bref passage presque fondu dans la masse de toutes les révélations du chapitre, Imu demande Vivi à ses 5 doyens. Ce n'est pas vraiment une grande surprise quand on sait que Vivi avait déjà attiré l'attention d'Imu au chapitre 908 après avoir récupéré sa photo, ou même simplement qu'elle est la descendante de Lily Nefertari. Vivi a absolument toutes les raisons d'attirer toute l'attention d'Imu. Je reste sur le possible lien que peut avoir Vivi avec Pluton, c'est ce que j'ai toujours pensé depuis le début, donc je n'ai pas envie de changer de discours, et c'est ce qui me semble le plus cohérent actuellement. Imu craignant que Vivi accomplisse la volonté de Lily et libère l'arme antique Pluton qui pourrait détruire Marie-Joise. C'est un scénario cataclysmique certes, mais c'est bel et bien dans le thème de ces derniers chapitres. Cerise sur le gâteau, ce chapitre nous offre aussi l'apparition des 3 derniers séraphins manquants, ceux de Doflamingo, Gecko Moria et évidemment Crocodile. Pas grand chose à rajouter si ce n'est que nous avons pour l'instant la confirmation que seuls les Shichibukai pré-ellipse sont pris en compte. Alors est-ce que ça concerne tous les Shichibukai pré-ellipse incluant Barbe Noire ou les Shichibukai originaux sans Barbe Noire pour le coup? Personnellement, je partirai pour cette option. Incroyable le plan sur Crocodile d'ailleurs, je ne sais pas ce que cache son passé mais il doit vraiment être particulier. D'ailleurs c'est pas pour reparler de Pluton, mais on ne sait toujours pas comment Crocodile a découvert que cette arme antique était reliée à Alabasta. Il est évident que cet aspect-là du scénario doit être développé et vu la tournure que prend l'histoire, ça risque d'être bien plus tôt que prévu. En parlant d'armes antiques, déplaçons-nous sur Kamabaka et retrouvons l'intense conversation entre Ivankov, Dragon et Sabo. C'est officiellement la fin du flashback de Sabo à la rêverie et bien qu'on ait vu une grande partie de la discussion des 3 révolutionnaires dans les sujets précédents, il y en a un que j'ai volontairement éclipsé pour lui consacrer un moment à part. Je parle évidemment de l'arme ayant détruit Lulusia, sobrement intitulée Mother Flame. Pour récapituler les informations que nous avons eues à son sujet, Imu a souhaité l'utiliser sur Lulusia pour la première fois, prétextant que l'île était proche de Marie-Joise. Alors personnellement, je continue quand même à penser que Imu se doutait que Sabo allait s'y rendre, ce n'est peut-être qu'une impression, mais le destin serait vraiment contre lui si Imu avait vraiment balancé un truc comme ça absolument au pif. C'est Vegapunk qui est à l'origine de cette arme, chose que ne parvient pas à croire Ivankov, alors l'idée d'une arme antique est émise bien que Dragon n'en soit pas convaincu. Et d'après le Gorosei, l'arme ne peut pas être utilisée à tort et à travers, et il espère même pouvoir un jour l'invoquer comme il le souhaite. Bon, le mystère se lève un petit peu plus sur cette arme. Revenons sur le point Vegapunk qui est très important puisque nous apprenons que c'est lui qui l'a créé, enfin lui ou l'un de ses satellites. C'est effectivement ce que je pense. Comme l'a dit Ivankov, qui semble d'ailleurs très bien le connaître, Vegapunk ne ferait jamais une chose pareille. Pourtant, à l'inverse, Imu confirme que cette arme a été créée par lui-même. D'un autre côté, nous avons pu découvrir que Vegapunk n'est pas seul et que tous ses satellites, bien qu'ils aient chacun une mentalité individuelle, sont aussi appelés Vegapunk. Heureusement pour nous, York est la traître de ce joyeux petit groupe de scientifiques, tout en étant en contact direct avec le Gorosei, avec qui elle partageait justement des infos sur les travaux du Vegapunk original. Bref, tout ça pour dire, Imu parlait sûrement de Vegapunk York quand Ivankov et Dragon parlaient de Vegapunk. Ensuite, quelle est cette arme? Au début, je pensais qu'il s'agissait d'une réplique d'une arme provenant de l'ancien royaume, vu que Vegapunk nous a révélé à son sujet qu'il était très avancé technologiquement. Sauf que j'ai un certain doute, puisque recréer une arme de l'ancien royaume revient à avouer connaître la technologie de l'ancien royaume. Vous suivez? Mother Flame, le doux nom donné à cette machine de guerre, serait un aveu de la part du ou des Vegapunk qu'ils en savent beaucoup trop sur l'histoire du siècle oublié, chose que le Vegapunk original souhaitait justement cacher. C'est pourquoi je vais rester sur l'une des principales hypothèses que j'ai évoquées lors de la review du chapitre 1060, Mother Flame ne serait donc ni plus ni moins qu'une soucoupe volante capable de détruire avec précision des îles et des royaumes. Pour le coup, je ne parviens pas à savoir s'il s'agit véritablement d'une arme antique ou que son pouvoir et son utilisation sont reliés à Uranus ou Pluton. Tellement d'éléments peuvent coller chez l'un et chez l'autre qu'on passerait facilement 15 minutes supplémentaires à trouver une pléthore d'arguments qui ne répondraient finalement pas à la question. Non, par contre, et ça j'en suis certain, Mother Flame n'est que la représentation d'une bombe nucléaire dans One Piece. J'aurais dû réaliser ça plus tôt, je suis bête, mais la mention de Vegapunk dans sa création m'a ouvert les yeux. Le personnage de Vegapunk est inspiré d'Albert Einstein, l'un des plus grands scientifiques de l'histoire. On lui doit énormément de choses et malheureusement
malheureusement, il est directement lié à la création de la bombe nucléaire. Son savoir et ses avertissements ont contribué à accélérer le processus de création de la bombe nucléaire chez les Américains, craignant que l'Allemagne fasse de même. Peu importe, son histoire croise celle de la bombe nucléaire et c'est tout ce qu'il faut retenir. Le véritable Vegapunk n'aurait alors jamais créé volontairement une telle arme. York, cependant, aurait parfaitement pu mettre les connaissances du plus grand scientifique du monde à disposition du gouvernement mondial afin qu'il puisse créer une arme de destruction massive, ce qui expliquerait les paroles du Gorosei sous-entendant qu'ils ne peuvent utiliser à leur convenance cette arme car l'énergie nucléaire déployée est rare et coûteuse. Cette théorie expliquerait alors l'ombre dans le ciel qui ne serait ni plus ni moins qu'un moyen d'invoquer cette puissance nucléaire depuis les airs, exactement comme les bombes larguées depuis les avions. Oda intégrerait alors un nouveau fléau de notre monde après les dérèglements climatiques d'Alabasta, les dangers de l'industrialisation sur Wano Kuni, voici que les dérives du monde scientifique seraient mises en avant. Et pour ça, quel autre arc qu'Egghead pourrait mieux traiter le sujet? Cette fin de chapitre, le dernier avant plus d'un mois, signe l'apparition officielle d'un des membres des Chevaliers Divins, dont l'existence mais surtout la hype nous a été révélée récemment au chapitre 1083. C'est en effet Figarland Carling, leader des Chevaliers Divins mais également ancien roi de God Valley qui se dévoile sous nos yeux. Il s'est occupé de l'exécution de Sainte Miosgard, ordonnée suite à l'aide que ce dernier a offert aux attaquants de Carlos, Sai et Léo. Alors les gars, applaudissons-nous, si Imu ne m'a malheureusement pas fait briller au niveau des théories, cette fin de chapitre nous fait un sauvetage miraculeux façon Rocket League digne des plus grands. En effet, ce n'est pas moins de deux théories qui se sont confirmées ici même, le leader des Chevaliers Divins est un Fingarland et Miosgard va se faire exécuter. Oui bon écoutez, on se satisfait comme on peut, mais vous allez voir c'est giga intéressant, donc commençons par la première théorie validée, le leader des Chevaliers Divins est un Fingarland et peut-être aussi le père de Shanks. C'était le mois dernier et effectivement une grande partie se confirme aujourd'hui. La révélation de Garling et son affiliation au Figarland laisse alors sous-entendre un étonnant lien de famille avec Shanks le Roux qui ferait lui-même partie de cette famille. Petit rappel, mais c'est dans le film One Piece Red sorti en salle l'année dernière que nous lecteurs avons pu découvrir avec un plaisir plutôt modéré qu'Oda avait décidé d'indiquer le nom de la famille de Shanks en dehors du manga lui-même. Le Gorosei, pensant qu'Uta était la fille biologique de Shanks, pensait également qu'elle faisait partie de la famille Figarland, ce qui par extension laissait présager que Shanks était lui-même un Figarland. Jusque-là, plutôt logique. Malgré tout, le doute persistait. Bah oui, c'était quand même pas écrit noir sur blanc. Shanks est de la famille Figarland. Non, enfin ça l'était avant le chapitre 1083. Dans celui-ci, Dragon mentionne les Chevaliers Divins. Et que voyons-nous au milieu de ces derniers ? Une silhouette étrangement similaire à Shanks. Voilà donc, c'était la base de ma théorie. Cette silhouette sans être Shanks serait effectivement reliée à ce dernier en étant son frère ou plus précisément son père, le vieux leader des Chevaliers Divins, un membre de la famille céleste des Figarland. Bon, on va quand même attendre la confirmation finale, mais c'est très bien parti pour que ce soit validé. Quoi qu'il en soit, ce qui change absolument tout, c'est que si cette théorie finit par être la bonne, alors Shanks est bel et bien un descendant de Tenryubito. Shanks est un Tenryubito. L'une des théories les plus populaires de One Piece que chaque fan s'est fait un jour ou l'autre va peut-être être validée dès les prochains chapitres. Alors tout ça c'est cool, mais croire que la confirmation d'une théorie va m'empêcher de continuer à théoriser sur le même sujet, c'est mal me connaître. Au contraire, maintenant, de nouvelles idées et hypothèses s'ouvrent à nous, et c'est ce que nous allons voir dès maintenant. Si on ne sait rien des Figarland, nous pouvons être sûrs d'une chose, ils sont liés à God Valley. Effectivement, c'est ce qui nous a été révélé dans ce chapitre puisque Saint Garling était le roi de God Valley. Lieu de l'incident s'étant déroulé il y a 38 ans et opposant Chebek à Garp et Roger. Comble de l'ironie, c'est également aux abords de God Valley que Roger et Rayleigh ont découvert Shanks abandonné dans un coffre au trésor. Ah oui, ouais, encore une info seulement dévoilée dans One Piece Red et dans le databook du film. Databook exclusivement sorti au Japon. En japonais. Envie de mourir de seum. Bref, heureusement, les bilingues japonais ont pu dévoiler au reste du monde cette information autour des origines de Shanks qui prennent aujourd'hui un tout nouveau sens. Ce n'est évidemment pas un hasard si Shanks fut trouvé aux alentours de l'île dont son présumé père était le roi. La théorie sur le lien familial devient encore plus cohérente. Mais alors, que foutaient les Figarland sur God Valley et pourquoi Shanks fut-il abandonné? Garling tient un discours intéressant bien que dégueulasse, destiné à Miosgard. Ceux qui protègent les déchets sont eux-mêmes des déchets. Quand on sait que l'incident de God Valley est vraiment connu pour avoir vécu l'incroyable alliance entre Garp et Roger, marine et pirate pour protéger les Tenryubito mais surtout et principalement leurs esclaves, c'est que cette phrase leur était
destinée. Garp et Roger n'avaient que faire des Tenryubito de God Valley, ils ont juste protégé les déchets que mentionne Garling, exactement comme l'a fait Mjosgard en protégeant Shirahoshi sur le point de devenir esclave. On peut alors aisément imaginer que le roi de God Valley était également ennemi juré de Garp et Roger, eux qui ont protégé les esclaves et portant le dit dans leur nom. Qu'en est-il de Shanks? Que faisait-il dans ce coffre abandonné de God Valley alors qu'il semblait littéralement être le prince de cette île? Eh bien c'est ce que semble nous raconter le croquis d'Oda, mettant en scène la récupération de Shanks par l'équipage de Roger. C'est en volant les trésors des Tenryubito sur God Valley qu'il trouvera le nourrisson à l'intérieur. Alors qu'à l'origine je m'étais convaincu que le père de Shanks l'avait banni, je me rends compte qu'il se peut simplement que Roger l'ait volé contre son propre gré. Oui, en récupérant les trésors de God Valley pour sa propre fortune, l'équipage de Roger aurait embarqué, et ce sans le savoir, un nouveau-né caché, protégé et mis à l'écart dans un coffre. Si ça peut vous paraître improbable, comme ce fut le cas pour moi au début, j'ai très vite changé d'avis quand j'ai réalisé que ce scénario, on l'avait presque déjà vécu. Pas avec n'importe qui, avec Corazon et l'eau. C'est en effet dans un coffre à trésor que Corazon, un dragon céleste, a caché un dit Trafalgar Law, qui se fera embarquer par des pirates. Ainsi, les coffres au trésor seraient dans la culture des dragons célestes, si on peut appeler ça ainsi, un endroit où cacher leur enfant d'un danger. C'est une habitude qu'aurait gardé Corazon avec le temps, et c'est surtout une habitude qu'aurait démontré Garling, père de Shanks, ayant voulu protéger son fils en l'isolant dans un coffre à trésor. Garling serait peut-être, et depuis tout ce temps, à la recherche de sa progéniture et souhaitait faire de Shanks un futur roi, agrandissant sa colère envers Roger qu'il a récupéré. Une chose est cependant certaine, Shanks connaît très bien ses origines car ce sont elles qui lui permettent un entretien avec le Gorosei de façon aussi décontractée que l'on a pu voir pendant la rêverie. En réalité, tous ceux qui connaissent l'existence des chevaliers divins doivent connaître le lien qu'a Shanks avec eux, dont Dragon. Mais une chose m'interpelle et ça concerne justement le père de Luffy. Pourquoi la silhouette du leader des chevaliers divins, teasée au chapitre 1083, ne reflète pas vraiment celle de Garling et sa tête de croissant au beurre bien français? Je veux dire, j'ai conscience tout comme vous que les personnages teasés à travers des ombres sont souvent très différents de l'original, pourtant il y a toujours une espèce de cohérence, surtout au niveau des cheveux. Là les cheveux sont totalement différents, ce qui me fait penser à une chose. Les silhouettes que l'on voit derrière Dragon sont ses propres souvenirs des chevaliers divins qu'il a rencontrés ou affrontés, et celui du milieu, le présumé père de Shanks, avait une coupe proche de celle de son fils car il était beaucoup plus jeune qu'il ne l'est maintenant. Dragon aurait en réalité rencontré les chevaliers divins il y a plusieurs dizaines d'années lors d'un événement particulier et Garling avait à ce moment-là une coupe similaire à celle de Shanks. C'est avec le temps qu'il a changé pour cette coupe actuelle qu'il a gardée. Au final, on revient au principe des personnages ayant bien tourné ou mal tourné qu'Oda s'amuse à dessiner dans certains SBS. On peut y voir des Mugiwara par exemple, Sanji avec une apparence mauvaise qui est en fait celle de son père, Judge Smoke, alors que son apparence positive le rapproche davantage de Zeph malgré le non-lien de famille. J'aime me dire que peut-être dans un futur SBS, lorsque le lien avec Garling sera véritablement confirmé, s'il y en a bien un, que Shanks aura une version à 60 ans qui a bien tourné ressemblant ainsi à Roger, tandis qu'une autre ayant mal tourné ressemblant à Garling. L'introduction de ce Figureland a une aura un petit peu spéciale, puisqu'elle se fait avec la mort d'un autre, une sorte de héros si je puis dire, qui nous a quittés de façon brutale. Sainte Don Quichotte Mjosgard, véritable exception chez les Tenryubito, touché par la grâce d'Otohime, lui ayant donné une humanité, a été exécuté aujourd'hui, crucifié par Garling. Encore une fois, il n'y a tristement aucune surprise dans son sort, je vous en parlais dans la review du chapitre 1084, mais Mjosgard allait être à mon sens condamné pour ses actes. Malgré tout, j'ai vraiment été dégoûté de sa mort premier degré. Entre T-Bone, Cobra et maintenant lui, Oda a vraiment décidé d'éradiquer tous les personnages les plus humains de son œuvre et c'est vraiment terrifiant. Garling, en commettant un tel acte, prouve alors que les chevaliers divins et lui-même sont extrêmement bien placés dans la hiérarchie des dragons célestes, sûrement au même niveau que le Gorosei ou juste en dessous. Maintenant, nous n'avons plus qu'à attendre la révélation des 8 autres chevaliers et découvrir si, tout comme Figureland, ils sont eux aussi liés à d'autres personnages importants de One Piece. Après cette grande pause d'un mois, Oda reviendra une dernière fois pour terminer définitivement son œuvre, ce qui indique que les prochains événements continueront d'être d'une envergure absolument colossale. Dragon va-t-il enfin exprimer son désir de détruire Marie-Joise et de mettre la Terre Sainte des Tenryubito à feu et à sang, introduisant la phase finale du plan révolutionnaire? Après les révélations qu'il vient d'entendre de Sabo, attendons-nous à ce que le père de Luffy ne reste pas les bras croisés dès le prochain chapitre? Qu'en sera-t-il d'Alabasta? Le chaos se sera-t-il installé dans ce royaume où les Dits ont prospéré ces 800 dernières années? Pell et Shaka vont-ils enfin parvenir à rentrer en contact avec Vivi? L'homme à la cicatrice de feu va-t-il daigner se
se montrer. La quête pour le One Piece va repartir de plus belle prochainement et ce mystérieux personnage voguant sur les mers gardant jalousement l'ultime clé pour l'Aftel cache vraisemblablement bien des secrets. Mais surtout, qu'en est-il des Mugiwara? Eux qui n'ont plus été vus depuis bientôt 10 chapitres s'apprêtent à rencontrer Saturne, l'un des dieux militaires d'Imu. Les conséquences des événements d'Egghead vont laisser une trace indélébile dans le monde de One Piece, mais aussi dans le scénario des prochains chapitres. Alors soyez prêts et utilisez ce mois de pause pour reprendre votre souffle, car l'histoire que vous êtes en train de vivre va encore très largement dépasser votre imagination. Profitez bien les bros et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace.